J'ai suivi cette formation MBA de leadership et codage. Ça m'a forcément donné beaucoup de confiance sur moi et ça m'a permis aussi de décrocher mon poste actuel chez Danone. J'ai porté mon bébé presque pendant toutes mes études et le jour de la cérémonie de remise de diplôme, j'ai porté mon bébé dans le bras. En fait, elle était avec moi sur scène. Donc, je suis très heureuse d'avoir vraiment IESEG au sein de ma vie, en fait. Aujourd'hui, je suis avec Mercury. Elle a fait 2 fois l'école de commerce IESEG, une fois en master, une fois en MBA. Et aujourd'hui, elle travaille chez Danone en CDI. Elle va nous partager son expérience en tant que HR Data Steward et Analytics Management. Bonjour tout le monde, je suis Mercury, j'ai 36 ans. Actuellement, je travaille chez Danone et avant, j'assume un poste chez Sodexo, toujours dans le siège global. Et j'ai un enfant de 3 ans et demi, donc je suis maman en même temps. Pourquoi tu as décidé de venir en France ? À l'époque, c'était en 2013, j'étais professeure d'anglais pour un organisme de formation américain et j'ai découvert pendant un forum d'éducation supérieure. Je suis intriguée par l'idée d'aller en France pour découvrir une nouvelle langue et une nouvelle culture. Dans le forum, il y avait beaucoup d'écoles qui étaient présentes. Il y avait IESEG, il y avait HEC, il y avait ESSEC. À l'époque, comme j'ai déjà commencé à travailler et j'aimerais bien avoir davantage d'expérience et d'apprentissage sur le business, donc j'ai opté pour des écoles de commerce. J'ai rencontré ce monsieur. Lui, il s'appelle, je crois, monsieur Marc Porto. Et il m'a raconté la mission de l'école et il m'a convaincu vraiment sur le fait qu'on pourrait aller très vite, intégrer dans la culture française. J'étais très ravie d'aller plus vite possible en France parce que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue et d'intégrer dans une culture, c'est d'aller là-bas dès que possible. J'étais très curieuse sur les cursus de business. À l'époque, j'étais enseignante d'anglais, mais j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec le business. J'ai connu pas beaucoup sur, par exemple, les finances, le marketing, les sales, etc. Donc, j'étais ravie de découvrir davantage. Le monsieur Marc, qu'est-ce qu'il t'a dit sur l'école? Parce que c'est lui qui t'a un peu motivé à venir en France. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il t'a dit? Parce que tu te souviens de son prénom quand même. Il y avait cette bienveillance qui était présentée par ce monsieur. Il m'a bien expliqué de qui s'agissait ce programme de MIB. Et aussi, il m'a aussi parlé de mon propre parcours académique. Comme j'ai fait des écoles ingénieurs, j'ai eu vraiment un parcours très divers. Dans mon parcours académique, j'étais formée initialement comme un ingénieur. Donc j'ai fait école HIT, donc c'est le Harbin Institute of Technology. Là, j'ai suivi vraiment un parcours d'ingénieur sur le domaine de Thermal Energy and Power Engineering. J'ai eu aussi une autre spécialité, c'était la littérature anglaise et linguistique. J'ai vraiment eu ce parcours vraiment très divers. Il m'a bien dit qu'avec ton profil assez diversifié, tu peux porter beaucoup de valeur pour l'école et en même temps, tu peux tirer beaucoup d'expériences de d'autres personnes et tu peux être vraiment très heureuse comme une poisson dans un bocal. Donc j'étais vraiment convaincue, je me suis dit, vas-y, c'était le moment, c'était l'opportunité à saisir. Donc j'ai pas hésité. Donc tu es venu en France vers 2014. Tu avais quel niveau de français à ce moment-là? Parce que maintenant tu parles bien. J'avais un niveau A2. Je ne comprenais pas beaucoup de choses que les gens me disaient dans la rue, même commander un kebab. Je me souviens le premier jour, quand je suis arrivée à Lille, j'étais dans un restaurant de kebab. Le monsieur m'a demandé, est-ce que tu veux avoir l'oignon, tu veux la tomate? La question très typique, oui. Classique. J'ai aucune idée. C'était mon niveau de français au début. Voilà. Dans mon cas, j'ai suivi une formation intensive. Premiers 6 mois, quand je suis arrivée en France, c'était une formation organisée par mon école, en fait, IESEC, et avec l'université Lille catholique. C'était un cours de 3 semaines intensives, tous les jours, 7 heures de français, oral, grammaire, discussion, etc., etc. Après ces 3 semaines, tout d'un coup, un jour, j'ai pu comprendre les discussions autour de moi. Et c'était comme j'ai ouvert un nouveau monde. Voilà. Donc, c'était comme ça que j'ai continué à apprendre. Tu m'as dit que tu étais à Lille. Pourquoi Lille?
Au fait, j'ai découvert l'île grâce au IESEG. C'était à l'époque la 4e plus grande ville de la France. C'était pas tout de suite une grande métropolitaine comme Paris, qui pourrait être trop overwhelming. C'était une ville qui conserve une intimité pour les étudiants et de trouver vraiment toutes les nécessités autour de toi, je dirais 15 minutes à pied, on trouve vraiment tout. Donc c'était une ville très sympa. Et découvrir aussi l'expérience culinaire lilloise et les bières aussi, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Tu étais à Lille parce que ton école était là-bas. Oui, exactement, oui. Et à l'époque, qu'est-ce que tu as fait comme formation? C'était en 2014. J'ai débuté la formation en MIB. C'est un master spécialisé en International Business. C'était une formation qui durait 18 mois. À l'époque, j'étais intéressée par la finance. Donc, j'ai choisi pas mal de cours liés à finance, l'économie et banking. C'était un point qui m'a beaucoup attirée à IESEG et en France, c'était que dans la formation, ils proposent une expérience professionnelle, donc un stage fin d'études et aussi un stage de césure aussi. J'ai pu décrocher un poste chez Sodexo dans le département de diversité et inclusion grâce au forum organisé par l'école. En 2 mots, c'est quoi Sodexo? Sodexo, c'est une entreprise globale qui fournit les services de qualité de vie. Donc, leur business couvre, par exemple, la restauration collective pour l'école, pour la défense, pour plein d'entreprises aussi. Qu'est-ce que tu faisais exactement dans l'entreprise? J'ai commencé par un stage. J'étais recrutée par le département global de diversité et inclusion. Donc, ma première mission, c'était d'assurer la communication interne sur le sujet comme mixité homme-femme, génération, culture, origine, pour pouvoir créer un environnement inclusif. J'ai aussi travaillé sur la formation de diversité et inclusion, comme le inclusive management, etc. J'ai aussi touché un peu la partie de analyse et mesurer le progrès de diversité et inclusion. C'était ta première expérience professionnelle en France. Oui. Et tu parlais pas très bien français à l'époque, j'imagine. Donc comment tu as fait pour t'intégrer dans l'entreprise? Est-ce que tu as réussi à t'intégrer dans l'entreprise? J'espère oui, j'espère que oui. Quand j'ai fait l'entretien avec Sodexo pour ce poste de diversité et inclusion, au fait, ma manager à l'époque m'a confié qu'il y avait une autre personne de mon école qui était aussi interviewée pour le poste, mais finalement, elle m'a pris parce que j'ai parlé un peu plus de français que cette personne. Donc déjà, le premier point, c'est vraiment la langue française qui m'a ouvert la porte, même si sur le poste, j'ai travaillé davantage en anglais avec tout le monde, avec des profils vraiment internationaux, mais avoir cet acquis de française, ça aide. Voilà. Donc parler français, c'est important. Oui, c'est important. Et je suis introduite dans une groupe de jeunes et qui ne sont pas forcément des stagiaires, en fait, qui sont tous CDI. Mais à l'époque, je n'ai pas vraiment cette distinction de stagiaire ou CDI. Pour moi, ce sont les mêmes. On a vécu les mêmes expériences en entreprise, donc je ne mets pas vraiment la limite pour moi de dire que ah oui, je vais juste interagir avec des stagiaires. Non, j'étais vraiment avec tout le monde. Donc dans cette groupe de jeunes, c'était des gens vraiment internationaux, mais on parle tous en français. Au début, quand il y avait des blagues par exemple, et je comprenais pas du tout, mais j'observe, mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Donc, le moment que j'ai commencé à comprendre la blague, je me suis dit, ah, c'était bien, c'était un premier réussi d'intégration. D'accord. Il y a vraiment cette culture vraiment inclusive. J'ai insisté disant que j'aimerais bien améliorer mon français. Donc, parle-moi en français et corrige-moi quand j'ai fait une faute. Ce que j'ai dit à l'entourage, c'était très important d'avoir cette culture inclusive au sein de l'entreprise. Et donc, je me sens tout de suite accueillie, au fait. Je me sens pas juste comme un stagiaire. J'ai jamais mis des étiquettes sur moi, limitant, pensant que j'étais juste un étudiant étranger. Non, j'ai pas du tout pensé à ça. Je suis intéressée à leur vie. Donc, j'ai posé la question et tout de suite, on pourrait avoir une conversation et on a commencé, comme je suis aussi très intéressée par l'actualité de la France. Donc, on a trouvé beaucoup de points en commun à discuter avec des nouvelles amies à l'entreprise. Aussi, au sein de mon propre équipe, on
m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre le code de l'entreprise, la culture de café autour de Coffee Corner. C'était le premier jour que j'ai découvert. Il y a plein de conversations qui s'est passées au fait dans le Coffee Corner. Oui. Donc, je me suis tout de suite compris qu'il faut trouver quelque chose intéressant à parler dans cet endroit stratégique. Donc souvent, je vais faire quelque chose comme visiter le musée ou j'ai fait une petite voyage, etc. Donc j'ai toujours étudié les vocabulaires, préparé des phrases pour que je puisse porter le lendemain au bureau et autour de cet café et partager. C'est vraiment réciproque. Donc tout de suite, il y a cette intégration. Parfois, vous avez le problème de français, donc vous avez du mal à vous exprimer. En plus, vous ne comprenez pas. En plus, après, vous arrivez dans une entreprise, vous êtes nouveau, vous êtes timide et peut-être que vous vous mettez dans une case tout seul. Ah, je suis le petit stagiaire, j'ose pas parler. Vous avez peur d'exprimer des idées ou partager vos expériences de ce que vous avez fait. Tout ça, ça ralentit votre intégration en France. Si vous vous fermez comme ça, vous allez prendre l'habitude. Après 3 mois, 6 mois, il y aura une habitude, une routine et les gens vont commencer à dire « Ah, lui, ce Chinois, il n'est pas bavard, il ne partage pas, il n'est pas drôle. » Donc après, dans l'équipe, vous aurez moins d'opportunités, moins d'informations et il y a ce risque-là. Et je pense que tout ce que tu as fait, justement, ça t'a ouvert des portes pour progresser encore plus vite en français, pour connecter avec les autres Français et après signer un CDI dans l'entreprise. Oui, je pense qu'il ne faut surtout pas mettre l'étiquette sur soi-même. Ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter. Mais après, je dirais aussi un mot sur l'intégration, parce que l'intégration, selon moi, ce n'est pas une course, en fait. Ce n'est pas, c'est pas fait l'un jour ou l'autre. Ça prend des processus. Il faut que chacun improvise leur propre rythme. On se sent à l'aise. Ça, c'est l'objectif d'intégration, selon moi. Donc, après Sodexo, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après 7 ans chez Sodexo, j'ai effectué une reconversion professionnelle grâce à une formation que j'ai suivie. C'était le 2e épisode de ma vie avec Yeseg. Encore? Encore, voilà. J'ai suivi cette formation MBA de leadership et codage et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ça m'a donné plein d'autres idées. Ça m'a forcément donné beaucoup de confiance sur moi et ça m'a permis aussi de décrocher mon poste actuel chez Danone. Pourquoi tu as décidé de faire un MBA? Déjà, j'ai eu cette idée de reconversion professionnelle en tête. Il me manquait une opportunité. Donc en 2021, c'était en pleine époque de Covid. Chez Sodexo, on a eu un plan social et mon poste a été touché, donc c'était supprimé. J'ai eu tout de suite l'option d'obtenir des financements d'une formation. Je sais que ce qui me manque, c'est d'avoir d'apprentissage systématique sur codage et aussi améliorer mes connaissances sur le business acumen. Et j'ai tout de suite pensé à mon ancienne école. Moi, j'ai jamais fait de MBA. Mais qu'est-ce qu'on apprend au MBA? Dans ce MBA que j'ai fait, Leadership Coding, on a 2 parties. Une partie vraiment autour de leadership. On a appris des cursus classiques d'un MBA, rappel sur la finance, des cours de authentic leadership, d'autres cours comme critical thinking, etc., etc. Il y a un autre cursus, c'était lié avec le codage. Donc, on fait vraiment une bootcamp intensive tout au long de cette formation. Si je pourrais résumer en un mot, une journée typique d'MBA, je dirais c'est assez intense. Nous devions fournir pendant cette semaine des études de cas, des projets ensemble, des présentations et bien sûr d'apprentissage classique, des lectures, etc. C'était énorme, c'était c'était super bien. On apprend beaucoup de l'un et l'autre, comme tout le monde autour de table. Ce sont des professionnels qui ont au moins 3 ou 5 ans d'expérience professionnelle et on est venu de parcours très différents, de domaines différents, d'industries différentes. Donc, c'était très, très enrichissant. Pas que le cours donné classiquement, mais c'était aussi cet échange qui fait magique. Donc ça, c'est la partie école un peu classique, j'ai envie de dire. Mais sur toi-même, qu'est-ce que ça t'a apporté le MBA? D'abord, ce MBA m'a donné beaucoup de confiance. Pendant cette formation,
on a découvert un cours qui s'appelle Mindfulness et Management. C'était la première fois que j'ai découvert ce concept mindfulness. En français, c'est la pleine conscience. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la pleine conscience informelle. Ça veut dire que tous les jours au quotidien, on peut pratiquer mindfulness partout, en fait. Quand on mange, on pourrait manger avec pleine conscience. On focalise sur la nourriture, sur le goût, sur la texture. Et quand on marche, on focalise sur le mouvement de marcher. Ça m'a ancré, au fait, parce que je suis une personne en précipitant, je dirais, en précipitant. Oui, je suis une personne qui bouge beaucoup et qui est très dynamique. Mais parfois, j'ai un peu agité parce qu'il y a de stress par rapport au charge mentale, la charge de travail, etc. La pleine conscience m'a vraiment ancrée. Tu me parlais de bébé. Oui. Mais si on calcule à peu près, tu as eu le bébé pendant le MBA. Oui, effectivement, voilà. Comme je t'ai raconté, il y a 2 grands épisodes de ma vie qui lient IESEG, mon école, et ma vie familiale. Le deuxième épisode, c'était débuté avec mon MBA. Et tout de suite, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai porté mon bébé presque pendant toutes mes études. Et le jour de la cérémonie de remise de diplôme, j'ai porté mon bébé dans le bras. En fait, elle était avec moi sur scène. Tu es une femme, tu es maman pendant le MBA et aujourd'hui tu travailles chez Danone. Il y a peut-être des Chinoises qui ont pareil 25-30 ans et qui hésitent entre vie familiale et vie professionnelle et formation. Qu'est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Déjà, sur ce concept de équilibre, vie perso et vie professionnelle, souvent on sépare, on divise un peu la vie perso et la vie professionnelle, mais j'aime pas ça. Si je pourrais résumer ma définition sur la vie perso et la vie pro, je cherche vraiment une intégration de la vie perso et la vie professionnelle. Et en plus, j'aimerais bien avoir les joies dans les deux. Avec mon mari, on a davantage organisé notre vie et faire beaucoup de priorisation aussi. Et finalement, on a trouvé une routine, un rythme qui nous correspond durablement. Donc, quand je suis au bureau, je suis investie à 100% à mon travail. Et quand je suis à la maison et je suis là, je suis maman 100%, je suis avec ma famille 100%. Ce que je retiens pour l'instant, c'est que tu es chinoise, que tu es venue en France, tu as dû apprendre le français, tu as fait une école de commerce, après tu as travaillé, tu as eu une reconversion professionnelle, tu as fait MBA, tu as eu un bébé. Ça m'a l'air très challengeant, ton parcours. Donc s'il y a une chinoise qui a peut-être 20 ans, 25 ans et qui nous regarde aujourd'hui, est-ce que c'est facile de faire le même parcours que toi? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que j'ai pas fait tout ça en d'un coup. C'était pendant 12 ans. Si j'ai pu réussir à ce défi, c'est grâce à 2 choses, je crois. Première chose, c'était vraiment le soutien exceptionnel de IESEG. Il fait preuve d'une bienveillance et une flexibilité incroyable. J'ai pu aménager mon calendrier pour avoir mon congé maternité, pour être proche avec mon bébé. Et j'ai pu terminer mon travail à l'école. Et en même temps, même l'école m'a beaucoup soutenue logistiquement pour que je puisse continuer à allaiter mon bébé. Donc c'était vraiment incroyable. C'était aussi le soutien total de ma famille, mon mari bien sûr, mais aussi ma belle-mère qui est venue de la Chine pendant 8 mois pour nous aider, pour en s'occuper de notre bébé, en attendant une place libérée en crèche. C'était grâce à tout ça, tous ces 2 piliers, j'ai pu terminer mes études de MBA avec esprit serein. Lorsque vous êtes étudiant et que vous venez en France, souvent vous êtes tout seul. Mais il ne faut pas oublier que l'école, c'est pas que des murs. Et ce n'est pas que des professeurs, oui. C'est aussi une organisation qui peut vous aider. S'ils ne peuvent pas vous aider directement, ils peuvent vous conseiller d'autres personnes qui peuvent vous aider. Donc une école, c'est aussi beaucoup de ressources. Donc il faut aller vous renseigner. Et si vous ne partagez pas vos besoins, eux, ils ne peuvent pas savoir. Donc c'est à vous d'aller chercher l'information. Pendant ce MBA, tu as choisi leadership, ce qui est un peu classique, mais tu as choisi également data. Alors pourquoi tu as choisi ce côté data ?
J'ai accumulé cet intérêt d'apprendre davantage sur gestion de données, gouvernance de données et aussi codage, vraiment le hardcore coding. Dans cette formation, ça me correspond vraiment très bien parce que ça couvre dans cette formation et c'est interagé avec le cursus business. Dans cette école, le wagon, on a eu plein d'exercices et challenges à surmonter. C'est pragmatique et intensif. Comme j'ai suivi ce parcours de développement du web, donc on code vraiment chaque instant. Donc on a appris le langage à la base de codage, des Ruby pour le back-end. On a appris aussi le HTML, le CSS, les SQL. Et finalement, on a livré un projet, une application, et on a développé en même temps le plan du business. On doit faire un pitch comme si on doit vendre notre business et on doit montrer le développement de notre app, de l'application. On doit faire un démo sur ce qu'on a développé. Ça ressemble à des pitchs start-up. Exactement, exactement. Tu n'as jamais dit « Ah, je regrette d'être venu en France ». Non, j'ai jamais regretté ma décision. On ne peut pas regretter parce que la vie avance au fur et à mesure. J'ai vu ma vie établie ici. Donc, j'ai mes amis, j'ai ma famille, donc j'ai tout. J'ai le travail, donc je suis très heureuse ici. Et finalement, j'ai fait un petit brainstorming, tu vois, et j'ai relié tous les points de ma vie qui a un lien avec YesEg. Donc finalement, j'ai pu voir que vraiment, YesEg, ça fait une partie de ma vie au quotidien, tu vois. Maintenant, je suis plus chez YesEg comme étudiant, mais j'ai toujours assisté à des événements, quel que soit comme jury, étant jury pour une admission, un examen oral pour l'admission des étudiants de première année ou en master, ou d'être là, assister à des cours exécutifs ou tout simplement des événements autour de réseau de MBA. Donc, je suis très heureuse d'avoir vraiment YesEg au sein de ma vie, au fait. Chaque année, je dirais, j'ai dédié mon temps pour YesEg et en même temps, j'ai vraiment retiré beaucoup de choses de YesEg aussi, en tant qu'alumni. Tu es une vraie fan de l'école. Oui, je suis une vraie fan. Mais oui, mais franchement, comme j'ai dit plusieurs fois, que YesEg, c'était en fait 2 grands chapitres de ma vie. Première en 2013 avec MIB et le deuxième, le MBA récemment. Aujourd'hui, tu travailles chez Danone. Ma question, c'est est-ce qu'un MBA, c'est vraiment utile? Je dirais oui, effectivement. Le MBA dont j'ai fait, c'était lié avec leadership et le codage, et surtout la partie de vraiment codage. Ça m'apportait beaucoup de confiance de postuler déjà au premier temps une poste liée avec technologie, liée avec gouvernance de données. Deuxièmement, c'est grâce à cette formation, j'ai eu de la chance de faire un projet capstone. J'ai effectué cette consultation professionnelle avec une entreprise pour creuser sur ce sujet de gouvernance de données, et c'était cette expérience qui a fait preuve de mes réussites de décrocher le poste chez Danone. Aujourd'hui, vous avez fait une formation école de commerce standard, mais aujourd'hui, on sait que l'IA, la data, c'est super important. Coder, la data, c'est pas si compliqué que ça, en tout cas pour avoir suffisamment de connaissances, pour avoir confiance, pour postuler pour les jobs, et ensuite avoir suffisamment de connaissances pour en parler pendant l'entretien et en parler avec des collègues. Même à niveau basique, ça suffira pour, en entretien, prouver que vous savez de quoi vous parlez et collaborer avec vos collègues. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être expert. Par exemple, pour moi, j'ai acquis plein de compétences pointues en soft skills. Quand j'ai travaillé chez Sodexo en tant que diversité et inclusion business partner, toutes ces compétences sont très utiles pour une job comme le tien et comme le mien aussi, pour pouvoir vraiment avoir une communication effective avec toutes les parties prenantes. Tu parlais d'un soft skill, et l'un des soft skills qui est super important, je pense, c'est la communication. Oui. Parce qu'en entreprise, vous devez communiquer avec les clients, votre manager, avec vos collègues, les fournisseurs. Donc communiquer, présenter, convaincre, vous en aurez toujours besoin en France, même en Chine. Oui. Donc il va falloir parler, être moins timide, oser vous entraîner en small talk avec vos collègues autour du café,
Tout ça, ce sont des entraînements. Aujourd'hui, peut-être que vous pensez « Ah, je suis fort en hard skill, je vais travailler dur et les gens vont remarquer que je travaille dur et je vais gagner de l'argent et je vais monter. » Malheureusement, c'est faux. La communication, je pense que c'est plus important que le hard skill parce que parfois, il faut être vu, être entendu par les managers et par les personnes qui décident. Je suis sûr que vous connaissez des managers qui sont très nuls en hard skill, mais qui sont managers et au-dessus de vous. Je suis sûr que vous en connaissez. Donc communiquer, à mon avis, c'est une compétence, c'est un soft skill qui est super important à acquérir le plus vite possible. Parfois, il y a d'autres alumni qui m'ont approché, qui m'ont demandé mes expériences, qui m'ont posé la question sur le code d'entreprise, au fait, sur comment on pourrait saisir le secret de communication dans une entreprise française. Selon mes observations et aussi mes expériences, je disais souvent qu'il faut avoir un équilibre de 3 choses. Première, c'était le respect, il faut montrer le respect. Mais deuxièmement, il faut être ferme. Avoir un argument clair et logique. Et troisième, c'est vraiment être humble. Ce sont ces 3 choses à vraiment équilibre pour pouvoir donner une communication effective selon mon observation. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, comment ça se passe en pratique? Respect, donc règle de base, bonjour, merci, écouter les personnes. Logique, donc être structuré, 1, 2, 3. Parce que quand on parle avec la personne, alors montrer que tu sais de quoi tu parles, être ferme. Je pense que c'est ça le plus difficile. Oui. Pour être ferme, il faut d'abord avoir une pensée plutôt critique, se questionner et questionner peut-être sur aussi des points de vue des autres. Ça, il faut s'entraîner au fait. En regardant la télévision en France, on voit souvent le débat assez intensif et tout. Donc, j'ai appris un peu des astuces dessus. Surtout, je pense pour les profils asiatiques, souvent, on s'excuse par défaut, par excès de modestie. Selon moi, il faut arrêter de faire ça. Ne pas trop s'excuser. Dans le cadre d'une entreprise ou dans un projet d'école, il y a rarement une seule réponse. Il y a rarement la bonne solution. On n'est plus à l'école où c'est A, B, C ou D. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Il y a plein de chemins et personne ne connaît l'avenir. Donc, votre collègue ou votre manager dit « Moi, je pense que c'est ça le meilleur. » Mais vous, selon votre expérience, avec les informations que vous avez, vous pouvez dire « Non, moi, je pense que c'est ça le meilleur. » Qui a tort, qui a raison? Personne. Mais vous pouvez être ferme sur votre positionnement et expliquer, argumenter. Et le manager va vous respecter pour ça. C'est ça le plus important. C'est pas je suis désolé, vous avez raison, le manager, moi je ne sais pas, je suis nul. Non, non, non. Si vous avez à être ferme, à proposer des idées et à challenger le manager de façon intelligente et aussi de façon polie, il va apprécier que vous avez cet esprit critique. Vous êtes en France. Voilà. Tu es aujourd'hui chez Danone, tu m'as dit que tu es HR Data Steward. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Oui, alors aujourd'hui, j'assume le rôle comme HR Data Steward et Analytics Manager au sein de l'équipe de digitalisation de ressources humaines. Ma mission principale, c'est vraiment, je vais dire en anglais parce que c'est difficile à traduire en français, c'est empower the HR professionals with reliable, accessible data for their digitalization activities and for the insights. Moi, j'ai travaillé comme professionnel pour la gouvernance de données, pour par exemple assurer une bonne qualité de données et pour documenter, formaliser les processus de cycle de vie de données et aider les professionnels au sein de Danone de naviguer autour de notre donnée ressources humaines. Dans mon travail actuel, j'ai interagi avec beaucoup de parties prenantes, enfin l'équipe de compliance, l'équipe de IT, l'équipe de ressources humaines qui font vraiment le business de ressources humaines. Donc je suis vraiment au milieu, donner conscience sur l'importance de données et formaliser l'utilisation de données. Une deuxième partie de mon travail, c'est de pouvoir collectionner les données, les KPI autour de social qui sont demandés par la loi et être compliant au sein de auditeurs. Quelqu'un qui a envie d'être travaillé au siège chez Danone, qu'est-ce que cette personne doit faire pour entrer chez Danone? Parce que dans mon profil, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai travaillé toujours pour une entreprise, grande entreprise, siège global. Tu vois, la culture dans l'entreprise, c'est un peu similaire. D'accord, donc siège global, avoir un esprit siège alors.
Oui, il y a des opportunités un peu cachées parce que ce sont un peu communiqués d'abord internes et avant de publier vraiment externe. Donc, avoir ce lien avec quelqu'un qui travaille déjà dans votre entreprise de rêve. Est-ce qu'il y a des Chinois qui te contactent pour entrer dans Danone? Au fait, j'attends quelques contacts de mes écoles, par exemple, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de Chinois qui m'ont contacté, mais il y a d'autres nationalités qui m'ont contacté. Oui, pas beaucoup de Chinois. J'ai l'impression, c'est subjectif, je n'ai pas de données, Oui. mais j'ai l'impression que les Chinois n'osent pas faire le premier pas, contacter les gens sur LinkedIn pour essayer de connecter, avoir des informations. Il y a peut-être une notion différente culturelle. Par exemple, quand j'étais en Chine, si j'approche quelqu'un pour poser une question, c'est un peu comme 欠人情. Je n'osais pas vraiment poser la question, surtout à un inconnu. Ça se fait pas peut-être, ça se fait pas comme ça. Mais quand je suis venue en France, j'ai découvert que la notion de réseau, c'est un peu différent. On pourrait tout à fait faire notre propre réseau appuyant sur, par exemple, les ressources proposées par l'école. Donc, sur LinkedIn, si j'ai trouvé quelqu'un qui a un profil très intéressant, je pourrais approcher très facilement ou c'est quelqu'un qui assume peut-être un poste beaucoup plus haut que moi. C'est pas grave s'il n'y a pas de réponse tout de suite, mais souvent, j'ai trouvé par surprise au début que les gens sont très ouverts de parler de leur expérience. Mon expérience personnelle, ne pas avoir peur de se prendre des noms. C'est pas grave, c'est pas grave. La personne ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas la personne. Si elle ne veut pas vous aider, bah, tant pis, vous continuez. Donc ça, c'est mon expérience de sales où on se prend beaucoup de noms, mais quand on trouve le oui, c'est une porte qui s'ouvre. Oui. Et il peut se passer beaucoup de choses après. Un non, c'est pas contre vous. C'est que la personne, parfois, n'a pas vu le message, n'a pas le temps, est de mauvaise humeur, et que c'est tout, c'est la vie. Donc vraiment, oser poser des questions. Il y a aussi moins de notions de 欠人情 en fait en France. Mais il n'y en a pas, je pense. Oui, il y en a pas, oui. Il y a beaucoup moins Oui, ici. beaucoup moins, oui. Parce que la personne qui vous aide, c'est quelqu'un qui donne, mais qui n'attend rien en retour. Quand quelqu'un vous a vraiment répondu, ça veut dire que c'est avec plaisir de vous répondre. Donc, il ne faut pas avoir cette culpabilité d'avoir l'aide de quelqu'un. Il y a Mercury qui te regarde, il y a 12 ans, elle va bientôt venir en France. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Avance, ose-le, tu sais le faire, pas de regret. Tu auras des difficultés peut-être dans la vie ou tu auras des moments difficiles. C'est pas grave. Avance et ose. Et quand tu regarderas dans quelques années, tu te demanderas quel souvenir tu veux garder de cette aventure. Merci beaucoup pour cette interview. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant l'école de commerce IESEG, vous pouvez me contacter et je vous transmettrai les informations. Je te remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci Luc, merci tout le monde.